Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le 24 mai 1337, la guerre de Cent Ans donc, est officiellement lancée. Et après une série de provocations, de revirements diplomatiques, de rejets de demandes anglaises, etc., Édouard III se déclare donc officiellement roi de France. Il réclame l'héritage de son grand-père comme un droit absolu. Philippe VI, de son côté, réplique avec toute la force de la monarchie capétienne. Il ne peut accepter évidemment une telle déclaration. La guerre est désormais une question de principe. La guerre de Cent Ans n'est pas seulement une guerre entre deux royaumes, c'est tout simplement le début d'un combat plus large, plus profond, où les destinées des peuples vont se croiser et se heurter. La royauté anglaise et la royauté française, qui ont longtemps coexisté, c'est vrai, sous la surface, eh bien, se livrent maintenant une bataille à mort pour la légitimité, pour le pouvoir et pour l'avenir. Donc c'est pas seulement, j'espère que vous avez compris, pas une question de terre ou une question de titre, c'est vraiment l'affrontement de deux visions du pouvoir, de deux monarchies rivales, chacune convaincue de sa légitimité et de sa mission historique. En avril 1337, c'est pas la guerre qui commence, mais c'est la guerre qui est en fait officialisée. Édouard III, avec sa revendication, si vous préférez, vient de poser une première pierre dans l'édifice de la guerre de Cent Ans. C'est une guerre née d'une question familiale, mais aussi une guerre qui, par son intensité, sa durée et ses enjeux, on va le voir, va marquer profondément, tout simplement, l'histoire de l'Europe, et de la France en particulier, et puis de l'Angleterre aussi, mais ça se joue chez nous, surtout. Pendant des années, la guerre a été suspendue dans une sorte de théâtre d'ombre, des rumeurs, des démonstrations de force, des échanges d'ambassadeurs, des rappels d'anciens traités, des invocations de droits féodaux, vous avez compris. Mais en 1339, elle devient concrète, elle devient visible et elle devient bruyante. Elle quitte à ce moment-là les chancelleries et les parlements, elle descend vraiment sur les routes, elle sent la sueur, elle sent la poussière et la cendre. Désormais, cette guerre a un visage, celui des chevauchées anglaises et un commandant, un vrai commandant, Édouard III, devenu un stratège, autant même qu'un roi. La guerre médiévale, telle qu'elle s'était pratiquée jusqu'ici, reposait en fait sur des sièges, des batailles assez rares, mais décisives, et une diplomatie, qu'on va dire, lente. Les Anglais, eux, vont changer la donne. Ils inaugurent, si vous voulez, un mode opératoire à la fois primitif et terriblement efficace, la chevauchée. Alors c'est quoi une chevauchée ? C'est une incursion rapide, violente, vraiment violente dans les campagnes ennemies, un raid qui ne cherche pas à conquérir des villes, mais au contraire à terroriser les populations, à ruiner l'économie rurale, à faire plier tout simplement le seigneur local en s'attaquant à ses terres, à ses greniers et à ses villageois. En fait, en tapant là où ça fait mal. C'est une stratégie, si vous voulez, de dévastation. Une guerre psychologique avant l'heure. Les Anglais n'ont pas les moyens de s'installer durablement dans les territoires français. L'Angleterre n'est pas encore l'Angleterre qui sera plus tard celle d'Élisabeth Ier, avec une énorme armée, avec toute cette royauté, cette monarchie installée, etc. On en est encore assez loin. Il faudra pour ça attendre les Tudors, pour réellement avoir cette ambition anglaise et cette force anglaise qui sera plus tard. Mais ils ont ce qu'on appelle la mobilité. Et surtout, ils ont une arme terrible, ils ont les archers. L'archer anglais, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Les archers gallois, équipés de grands arcs, vous savez, des arcs d'if, vous voyez ça. Alors vous voyez ça plus dans les vieux films. Par exemple, Robin des Bois... avec Robert Taylor, par exemple, je crois que c'est Robert Taylor, vous voyez ces grands arcs, ces très grands arcs. Et ces arcs-là vont changer l'équilibre des forces, tout simplement, parce que le tir est rapide, il est précis, il est meurtrier, et ce sont des archers bien entraînés. Et ces archers, et donc un archer bien entraîné peut décocher une flèche toutes les 5 à 6 secondes, il faut imaginer ça, c'est terrible. Et à Crécy, à Poitiers, par exemple, on va voir bientôt ces hommes à pied, issus souvent des campagnes anglaises les plus pauvres, qui vont faire tomber tout simplement des chevaliers bardés de fer. Mais bien avant les grandes batailles, les archers servent la chevauchée. Ils harcèlent les paysans, ils incendient les fermes, ils tirent sur les guetteurs et surtout ils ne s'encombrent pas d'honneur. Ce ne sont pas des nobles, ce sont des professionnels et ça change tout.
parce que les autres en face ne sont pas comme ça. Pour eux, la guerre n'est pas un devoir, c'est un métier. Et ce métier, ils le font avec une efficacité extrêmement froide. Les Anglais, en vérité, vont inventer la guerre moderne avant la lettre. Une guerre de mouvement, une guerre rapide, une guerre économique. Le but, encore une fois, c'est de ruiner la France de l'intérieur, de provoquer une réaction désespérée et d'obliger le roi de France à négocier. Vous savez que tout ce qui se fait dans le désespoir, quand on confond vitesse et précipitation, etc., c'est forcément que derrière, il va se passer quelque chose de pas bon, une mauvaise négociation. Et quand on négocie, il faut être en position de force, pas être en position de faiblesse. Mais Philippe VI est-il réellement en position de réagir ? C'est la vraie question, maintenant, de savoir que va-t-il faire. En France, la réponse ne vient pas tout de suite, parce que le royaume, dans cette première moitié de XIVe siècle, c'est un peu un colosse au pied d'argile. Rappelez-vous la date, première moitié du XIVe siècle. Vous avez cette date qui doit faire une sorte de warning en rouge comme ça, 1348, la peste noire, la terrible peste noire. On est dans cette première moitié de XIVe siècle. Et cette France, colosse au pied d'argile, Philippe VI, nouveau roi valois, qui hérite d'une couronne sans fondation solide. D'abord, vous avez une noblesse en face qui n'est pas unie, vous avez pas mal de grands seigneurs, particulièrement dans le sud-ouest, dans les terres autrefois anglaises ou alliées aux Anglais, qui hésitent justement à prendre les armes pour un roi qu'ils connaissent mal, alors que l'autre, ils le connaissent mieux. Certains se souviennent des humiliations infligées par la couronne capétienne. D'autres sont évidemment plus pragmatiques, ils font mine d'hésiter pour mieux préserver leurs intérêts. Évidemment, plus vous hésitez, plus l'autre va venir vous offrir des choses, et plus vous attendez, plus ça va monter, c'est logique. Et ensuite, le pouvoir royal n'a pas encore la main sur tout le territoire. La centralisation qu'avait espérée Philippe IV le Bel est encore très embryonnaire. Les impôts royaux sont très mal perçus, mal levés, les finances sont vacillantes, le trésor est souvent vide. Ça, vous allez me dire, c'est chez nous une sorte de constante. Et puis la guerre coûte cher. Enfin, et peut-être surtout, le peuple commence à se méfier parce que la guerre pour les paysans et les artisans ne ressemble pas à une épopée. Elle ressemble en fait à des soldats mal payés qui pillent, à des bandes de routiers qui vivent sur le dos du pays, à des seigneurs qui sont absents alors qu'ils devraient être là pour défendre le tiers-état, ceux qui travaillent, à des champs qu'on n'ose plus semer parce qu'on sait qu'ils vont être ravagés, à des greniers qu'on vide pour nourrir des armées. À l'inverse du peuple, et le peuple grogne, et ce grondement pour l'instant très lointain va bientôt se faire entendre avec violence. Et peut-être que ça vous rappelle des choses qu'on connaît aujourd'hui. Au-delà de royaumes, la guerre attire effectivement une multitude d'acteurs très opportunistes. Des mercenaires, des routiers. Les routiers, c'est ceux qui prennent la route, c'est des mercenaires aussi d'ailleurs, des compagnies de pillards, donc d'anciens soldats qui, pendant qu'il n'y a pas de bataille, ils sont bien obligés de se payer sur le sol, des princes étrangers, tous vont chercher à profiter du chaos. C'est un temps où on change de camp tout simplement pour une solde plus forte, où on se bat pour qui paie. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais qu'il n'y a pas encore de sentiment national, que l'idée d'être français n'est pas encore dans les têtes. C'était complètement anachronique à cette époque-là. Celui qui paye le plus, on va vers lui, et celui qui paye le moins, on le quitte, si vous voulez. C'est un peu ça. Et c'est un temps où les fidélités anciennes vont s'éroder et remplacées par la loi du butin, évidemment. Quand il n'y a pas d'argent, on va là où il y en a, évidemment. Et dans ce désordre général, l'administration royale française s'épuise. À chaque chevauchée anglaise, il faut mobiliser les seigneurs, convoquer l'arrière-ban, envoyer des commissaires, recruter des hommes. Mais la machine royale est lente, lourde, inefficace. Encore une fois, il n'y a pas d'armée de métier. Il n'y a pas d'armée. Vous savez que quand il y a des batailles, on convoque le ban et l'arrière-ban, c'est-à-dire qu'on va chercher donc le ban, les premiers vassaux, et puis les vassaux vont chercher l'homme de mon homme. Et mon homme, donc on va chercher ses propres hommes, etc. Et on vient à l'ost, c'est-à-dire on vient dans le camp, sur le camp, là où est rassemblée l'armée royale. Mais quand on est convoqué, le reste du temps, on rentre chez soi et on fait autre chose. On a autre chose à faire. C'est en ça que cette machine est lourde et inefficace. Et les Anglais, eux, frappent vite et
ils disparaissent. Ils contournent en fait les villes fortifiées, ils laissent les garnisons isolées dans leur tour, ils brûlent au contraire les champs, et puis ils remontent vers la côte et ils embarquent et ils s'en vont, et ils laissent derrière eux un véritable champ de ruines, un territoire ruiné, une population exsangue qui n'en peut plus. Et c'est là le grand paradoxe, la guerre commence mal pour la France, mais elle ressemble en rien à ce que l'on avait connu auparavant. C'est pas une guerre héroïque, c'est pas une croisade, c'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre de destruction, et de destruction lente, une guerre pour épuiser l'adversaire et l'obliger à se soumettre. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.